Bonjour, bienvenue à la deuxième semaine du cours d'introduction aux sciences biologiques. La semaine dernière, nous avons parlé surtout de la méthode scientifique comme étant un processus qui nous aide à mieux comprendre le monde et qu'avec ces informations et une pensée scientifique, nous pouvons évaluer les informations qui nous sont présentées. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques du vivant. Mais avant de ce faire, commençons avec une question. Qu'est-ce que la science? Expliquer comment quelque chose fonctionne ou pourquoi quelque chose arrive nécessite une approche méthodique et objective, avec des observations, analyses et conclusions rationnelles qui ne sont pas compromises par les émotions et les idées préconçues. La science est non seulement une vaste étendue de connaissances à mémoriser, mais aussi une activité intellectuelle. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, cette activité comprend un processus qui inclut l'observation, la description, l'expérience et le raisonnement de conclusions sur les phénomènes naturels. Donc, autrement dit, la science est une voie, un processus par lequel nous pouvons découvrir et mieux comprendre le monde. La biologie est une discipline de la science. Mais qu'est-ce que la biologie? De façon simple, on peut dire tout simplement que la biologie comprend l'étude de toutes les facettes de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques des organismes vivants et de la hiérarchie biologique. Donc, notre objectif dans le cours de biologie, c'est vraiment ce qui concerne l'étude des organismes vivants. La biologie tourne donc autour des thèmes et des questions diverses portant sur la vie. En général, il y a 4 questions reliées à l'étude de la vie que les biologistes poursuivent. Quelle est la base physique et chimique de la vie? Comment les organismes utilisent-ils les informations génétiques pour se développer et se reproduire? Quelles sont les diverses formes de la vie et comment cette biodiversité est-elle survenue? Finalement, comment les organismes interagissent-ils les uns avec les autres et avec leur environnement? Nous allons revenir sur ces thèmes et ces questions tout au long du cours. Cependant, commençons en essayant de définir le vivant. Étant donné la vaste diversité des organismes vivants, ce n'est peut-être pas surprenant qu'il n'existe pas une seule réponse. Cependant, les organismes vivants ont plusieurs caractéristiques communes. Tous les organismes vivants sont composés de cellules et ces cellules et les organismes sont hautement organisés. Les organismes se reproduisent, croissent et se développent. Les organismes vivants captent l'énergie qui se trouve dans leur environnement et ils sont capables de ressentir et de réagir à cet environnement. Malgré les changements dans leur environnement, les organismes vivants sont capables de maintenir une certaine stabilité interne. Et la dernière caractéristique commune des organismes vivants sont que, en termes de groupe, ils évoluent. Donc, regardons chacune de ces caractéristiques de façon plus détaillée. Les premiers organismes étaient des cellules individualisées ou unicellulaires, telles les bactéries. Maintenant, nous reconnaissons plusieurs formes d'organismes, y compris les organismes pluricellulaires, c'est-à-dire ceux qui ont plus qu'une cellule, comme par exemple un arbre ou un chien ou autre organisme de grande taille. Parmi les organismes
pluricellulaires, on reconnaît des séries qui ont des fonctions spécialisées. Généralement de trop petite taille pour être vue à l'œil nu, une cellule réalise l'ensemble des activités de base du vivant. Toute cellule est délimitée par une membrane qui la sépare du milieu dans lequel elle se trouve. Donc, la cellule est la plus petite unité de la vie. Les organismes vivants sont aussi complexes et sont hautement ordonnés. Par contre, un nombre d'objets non vivants sont eux aussi complexes, mais ils ne manifestent pas le même degré de complexité ordonnée. Chaque niveau de la hiérarchie de l'organisation biologique a de nouvelles propriétés qui n'y étaient pas au niveau précédent. C'est le résultat de l'arrangement et des interactions des composantes aux divers niveaux de la hiérarchie. Par exemple, un grave accident cérébral, d'une commotion cérébrale à un accident cardiovasculaire, peut endommager l'architecture du cerveau humain. Même si toutes les parties du cerveau sont présentes suite à cet accident cérébral, il y a quand même des risques de perte de fonction si les neurones, qui font partie du réseau complexe du cerveau, sont endommagés. Donc, à chaque niveau d'organisation, il y a des nouvelles propriétés émergentes qui sont présentes dans les niveaux supérieurs qui n'étaient pas présentes dans les niveaux inférieurs. Une autre caractéristique de tous les organismes vivants, c'est qu'ils se reproduisent à partir de molécules héritées qu'elles transmettent à leur descendance, assurant que celles-ci appartiennent à la même espèce. Ce matériel qui est transmis est l'ADN, c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique, qui se trouve en forme de double hélice. Nous reviendrons à l'ADN et la génétique plus tard dans notre cours, mais c'est important de savoir que l'ADN constitue les gènes, qui servent d'éléments porteurs d'informations pour construire un organisme. L'ADN se trouve dans toutes les cellules de tous les êtres vivants et elle contient les informations pour la croissance des organismes. La croissance est tout simplement l'augmentation de la taille du volume d'un organisme. Le développement, c'est la transformation graduelle d'un organisme au cours de sa vie, passant d'une forme simple à une forme plus complexe ou spécialisée. Les organismes passent par des processus de développement tout au long de leur vie. L'exemple du développement des papillons est un des phénomènes naturels les plus captivants. Un œuf devient une chenille, qui croît et se développe en chrysalide, qui croissent encore et se développent en papillon. Et la femelle, elle, pondra à son tour des œufs. Tous les organismes absorbent aussi de l'énergie de leur environnement. Et ils utilisent cette énergie pour effectuer des divers travaux, tels le mouvement, la reproduction et la croissance. Chacun de nos muscles est alimenté par l'énergie qui nous est fournie des aliments que nous ingérons. D'autres organismes, tels les organismes photosynthétiques, obtiennent et captent l'énergie du soleil pour ses fonctions diverses. Les organismes vivants sont aussi capables de ressentir et réagir à leur environnement, c'est-à-dire qu'ils répondent à des stimuli. Par exemple, les tournesols s'orientent vers la lumière solaire. Un autre exemple, c'est la pupille de nos yeux qui se dilate quand nous sommes dans l'obscurité et se constricte quand nous sommes au soleil. Une autre caractéristique importante des organismes vivants est que la grande majorité d'eux fonctionnent de façon optimale dans une gamme étroite de conditions internes. Pour assurer ce fonctionnement optimal,
La majorité des organismes sont capables de conserver un milieu interne relativement stable, même lorsque l'environnement externe change. Cette capacité s'appelle l'homéostasie. Un exemple d'un échec de l'homéostasie, c'est un coup de chaleur. Par exemple, la température corporelle normale de l'humain est entre 36,5 et 37,5 degrés Celsius. Un coup de chaleur menace les humains lorsqu'il y a un échec du mécanisme de transpiration qui laisse la température corporelle dépasser la température normale par plus de 4 degrés Celsius, soit en raison d'exercice extrême ou de chaleur environnementale extrême. Finalement, tous les organismes interagissent avec d'autres organismes et avec leur environnement inanimé, ce qui influence leur survie et leur reproduction. Donc, les populations d'organismes vivants développent en conséquence des adaptations à ces environnements et donc évoluent. Malgré que les individus eux-mêmes n'évoluent pas, les populations d'individus ou d'organismes vivants évoluent. Par exemple, la phalène de bouleau, qu'on voit ici, est un insecte nocturne des régions tempérées et se rencontre sous deux formes, soit une morphe de couleur sombre ou foncée et une autre morphe de couleur claire. À partir du 19e siècle, les entomologistes constatent que la forme sombre devient de plus en plus fréquente à proximité des villes industrielles d'Angleterre. Observée pour la première fois en 1848 dans la région de Manchester, cette forme sombre est devenue largement majoritaire en 1954 dans cette même région. En fait, cette forme sombre représentait plus de 98% de la population de cette phalène. Avec la baisse de population, la forme sombre régresse actuellement. Ce phénomène montre que la pression de la sélection naturelle peut faire évoluer les espèces en quelques années. Un autre exemple d'évolution se trouve chez les pinsons de Darwin. Je vous laisse lire les détails, mais ce qu'on remarque est qu'après l'introduction d'un pinson à gros bec sur l'île Daphné, dans les îles du Galapagos, la taille du bec des pinsons indigènes devient plus petite de moyenne après une importante sécheresse. Les pinsons à gros bec mangeaient les grosses graines trop rapidement pour que les pinsons locales ou indigènes se sont spécialisés sur les plus petites graines et les pinsons à gros bec ne mangeaient pas. Donc, revoici les 7 caractéristiques que les biologistes considèrent comme étant communes à tous les organismes vivants. La hiérarchie biologique et l'évolution sont 2 thèmes que nous aborderons tout au long de ce cours. L'organisation hiérarchique, on remarque encore que la vie est organisée à plusieurs niveaux au sein des organismes individuels, y compris les atomes, des cellules, des tissus et des organes. Et dans le reste du monde, les organismes se sont organisés en plusieurs niveaux, c'est-à-dire du niveau des individus, aux populations, aux communautés, aux écosystèmes, tous au sein de la biosphère. On va aussi voir le pouvoir de l'évolution, qui représente le changement dans les caractéristiques génétiques des individus au sein des populations au fil du temps. Cette évolution, par la sélection naturelle en particulier, explique la diversité des organismes, mais explique aussi ce qui les unifie et les relie les uns aux autres. Nous discuterons l'évolution en grand détail après le premier examen, mais pour l'instant, passons à la hiérarchie biologique.
Le thème hiérarchie biologique fait référence aux différents niveaux de l'organisation biologique, c'est-à-dire de l'atome aux molécules, à la cellule, au tissu, à l'organe, au système d'organes, jusqu'à l'individu. On peut voir ces différents niveaux d'organisation à l'aide d'un exemple, soit l'éléphant. Ici, les atomes, qui s'organisent en molécules comme l'ADN, vont ensuite s'organiser en cellules, qui vont former des tissus qui ont des fonctions spécialisées, comme le tissu nerveux ou le tissu musculaire ou même le tissu osseux. Les tissus, ensuite, s'organisent en organes, comme les os, le cerveau ou le cœur. Plusieurs organes travaillent ensemble afin de former un système d'organes, tel le système osseux, le système circulatoire ou même le système nerveux. Un individu est donc composé de plusieurs groupes de systèmes d'organes qui travaillent ensemble pour le fonctionnement optimal de l'organisme. Cependant, la hiérarchie biologique continue aussi au-delà des individus. De la population à l'espèce, à la communauté, vers l'écosystème, au paysage et à la biosphère. Regardons encore ces niveaux avec notre exemple de l'éléphant. Un groupe d'individus semblables, donc d'une même espèce, qui interagissent les uns avec les autres dans une zone localisée, forment ce qu'on appelle une population. Par exemple, les éléphants de savane du parc national Amboseli au Kenya forment une population d'éléphants. Une espèce est composée de tous les groupes de populations d'individus semblables qui ont le potentiel de se reproduire les uns avec les autres. Donc, l'espèce comprend tous les éléphants de savane africaine de l'espèce Loxodonta africana, non seulement celles du parc national Amboseli au Kenya, mais aussi les populations qu'on retrouve au parc national Kruger en Afrique du Sud et dans d'autres parcs nationaux et d'autres endroits en Afrique. Une communauté est une association de populations différentes, donc de différentes espèces, qui vivent dans la même zone géographique. On pourrait donc dire qu'il y a une communauté qui inclut toute la faune, les mammifères, les insectes, les parasites, et toute la flore, donc toutes les plantes à fleurs, les plantes graminées, etc., du parc national Amboseli. Une communauté est l'environnement physique et chimique dans lequel cette communauté vit et interagit, et ça forme un écosystème. Toute la faune et flore du parc national Amboseli, avec la pluie, le sol, les nutriments, c'est-à-dire l'environnement physique de cette aire géographique, comprennent l'écosystème. Un paysage est un ensemble d'écosystèmes variés, mais qui se trouvent dans une même zone. Par exemple, la savane est un type de paysage. Finalement, la biosphère est l'ensemble des écosystèmes naturels développés au sein des mers ou à la surface des continents. La biosphère comprend donc tous les organismes vivants sur Terre, ainsi que les environnements dans lesquels ils vivent. Nous reviendrons à la définition de ces termes vers soit la fin du trimestre ou encore en plus grande profondeur à l'hiver. Maintenant que nous savons les caractéristiques communes des organismes vivants et que nous comprenons la hiérarchie biologique, nous allons suivre dans la prochaine vidéo et parler des atomes et des réactions chimiques qui sont au niveau
le plus bas, si on veut, ou le plus limité dans la hiérarchie biologique. Donc, à bientôt!